Eh bien, nous allons continuer par la dernière présentation de ce forum thérapie complémentaire, potentiel thérapeutique de mobilisateurs naturels de cellules souches, par le docteur Véronique Trainard de Strasbourg. Allons-y. Bonjour à tous, bienvenue au forum du CREG. Je vais vous présenter le potentiel thérapeutique de mobilisateurs naturels de cellules souches. Donc, cette présentation sera en deux parties. La première, on va faire un petit tour de la littérature scientifique pour appréhender les bénéfices de la mobilisation de cellules souches dans différentes pathologies, donc en particulier pour les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies intestinales et hépatiques, en particulier les maladies chroniques inflammatoires, les maladies neurodégénératives et puis deux autres exemples comme la dysfonction érectile ou les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Nous verrons également dans une seconde partie une approche un peu différente des injections de cellules souches, mais une nouvelle approche thérapeutique par des mobilisateurs naturels, dont des extraits de plantes ou d'algues, qui vont permettre d'augmenter le nombre de cellules souches en circulation et quels sont aussi leurs bénéfices au niveau clinique. Donc, dans un premier temps, je vais juste revenir sur le fait que les cellules souches représentent notre système de réparation et de renouvellement. Et donc, en cas de lésion, de blessure, les cellules souches de la moelle osseuse vont pouvoir coordonner un certain nombre de processus de régénération et de réparation pour soutenir l'homéostasie tissulaire. Donc, le premier mécanisme mis en jeu, c'est le fait que n'importe quel tissu ou organe, en cas de lésion, va pouvoir sécréter un certain nombre de facteurs qui va déclencher la libération des cellules souches de la moelle osseuse, en particulier le GCSF, qui est utilisé aussi comme mobilisateur pharmacologique. Donc, le GCSF est capable de migrer vers la moelle osseuse et donc de déclencher massivement la mobilisation des cellules souches. Donc, plusieurs millions de cellules souches vont circuler dans le sang. Elles vont migrer vers les cellules, enfin les tissus en besoin, via un axe assez connu qui est le SDF1 et l'axe SDF1-CXCR4. Pourquoi ? Parce que le CXCR4 est un récepteur à la surface des cellules souches qui peut qui peut se lier de façon très spécifique au SDF1. Le SDF1 va être relargué dans un second temps par le tissu en besoin et donc le gradient de SDF1 va guider les cellules souches vers les tissus. On va donc avoir les cellules souches qui vont migrer vers le tissu, proliférer puis se différencier en cellules du tissu local. Donc ça, c'est un mécanisme mis en jeu lors de processus régénératifs, mais il y a aussi d'autres mécanismes qui sont tout aussi importants, comme l'activation des cellules souches résidentes. Il y a un certain nombre d'organes qui ont, comme par exemple l'intestin, des cellules souches résidentes de la niche. Donc, les cellules souches de la moelle osseuse sont capables d'activer ces cellules souches résidentes qui vont elles-mêmes aussi proliférer et se différencier en cellules spécialisées du tissu. Et les cellules souches de la moelle osseuse sont aussi capables de repeupler ces cellules souches de la niche pour maintenir un pool de réserve au niveau du tissu. Et puis, il y a un troisième effet très important qui est l'effet paracrine. Les cellules souches sont capables aussi de moduler la sécrétion de facteurs antifibrotiques, anti-inflammatoires, immunomodulateurs, aussi des facteurs anti-apoptotiques qui vont permettre aussi d'augmenter la survie des cellules et puis d'induire aussi tout ce qui est formation de nouveaux tissus, angiogénèse, vasculogénèse. Donc, grâce à ces trois mécanismes, les cellules souches de la moelle osseuse vont coordonner ces processus de régénération et de réparation lorsqu'en fait dès que les cellules souches résidentes de la niche ne suffisent plus finalement pour les mécanismes de réparation et de renouvellement.
Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu ces mécanismes-là qui sont impliqués au niveau des cellules souches, on va voir maintenant, dans le cas de différentes pathologies, les bénéfices cliniques qui ont été rapportés, publiés par la mobilisation de cellules souches. Donc, on va commencer par les maladies cardiovasculaires, qui est effectivement les maladies où il y a le plus de publications. Donc, ce qui est assez parlant, c'est l'étude de Werner, qui est dès 2005, donc a pu suivre sur une étude prospective d'un an un peu plus de 500 personnes. Donc, il a dosé le nombre de cellules souches en circulation, les a réparties en 3 groupes. Donc, groupe 1, 2, 3, dont le groupe 3 est celui qui a le plus de cellules souches en circulation, en particulier les cellules souches progénitrices endothéliales. Et il a suivi comme ça un certain nombre de paramètres chez ces personnes, donc la mortalité par cause cardiovasculaire, et puis un certain nombre d'événements cardiovasculaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement la mortalité par cause cardiovasculaire, mais aussi un certain nombre d'événements cardiovasculaires comme la revascularisation ou les hospitalisations avaient finalement été proportionnels à la quantité de cellules souches dans le sang, c'est-à-dire que étaient inversement proportionnels. Pourquoi ? Parce que ceux qui avaient le plus de cellules souches en circulation avaient une mortalité par cause cardiovasculaire plus faible et un nombre d'événements cardiovasculaires plus faible. Donc, il a conclu dès 2005 que le nombre de cellules souches en circulation était un marqueur indépendant de santé cardiovasculaire. Ça a été montré aussi dans différentes pathologies cardiaques. Donc, la première étude, par exemple, que je vais vous présenter, celle de Patel, dans le cas de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Il a comparé une procédure chirurgicale classique en cas d'insuffisance cardiaque et le fait d'ajouter à cette procédure chirurgicale classique une injection de cellules souches. Et donc, il a mesuré la fraction d'éjection du ventricule gauche sur 1 mois, 3 mois et 6 mois. Et ce qu'il a vu, c'est que dans le cadre de la chirurgie standard, donc c'est les carrés noirs, on a une augmentation faible mais peu significative de la fraction d'éjection du ventricule gauche après 6 mois. Et il y a vraiment une augmentation plus importante quand on ajoute la mobilisation de cellules souches. Et en particulier, dès 1 mois, on a effectivement une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est significativement plus élevée en cas de mobilisation de cellules souches que quand il n'y en a pas. 1 mois, 3 mois, 6 mois, c'est significatif. Il y a aussi, dans le cas de cardiomyopathie ischémique, où on compare en fait chez les patients, donc ils sont leur propre contrôle, la phase 1 où on va faire le traitement médical classique, et puis la phase 2 où on va injecter des cellules souches. Et donc l'équipe de Poglagen a mesuré en fait 2 paramètres, un de fonction cardiaque, donc la fraction d'éjection du ventricule gauche, et un marqueur plus de récupération fonctionnelle, donc la distance de marche sur 6 minutes. Et ce qu'on voit, c'est que sur ces 2 paramètres, la phase 1, donc le traitement médical classique, il n'y a pas d'augmentation significative de ces paramètres, donc ni de la fraction d'éjection du ventricule gauche, ni de la distance de marche. Mais par contre, dans la phase 2, quand on injecte les cellules souches, les 2 paramètres sont significativement améliorés. Donc on voit bien déjà dans ces 2 pathologies que le fait d'injecter les cellules souches, ça permet une amélioration de la fonction cardiaque. Dès 2001, le groupe de Vasa avait montré aussi que les patients qui avaient des maladies coronaires, donc nommées CAD, avaient significativement moins de cellules souches en circulation comparé à des patients qui n'étaient pas atteints de cette maladie de même âge. Et aussi, donc pour vous représenter l'étude que je vous avais montrée de Werner, où on voit bien que le groupe 3 en bleu, qui avait le plus de cellules souches en circulation, avait une mortalité par cause cardiovasculaire plus faible par rapport au groupe 1 et au groupe 2, qui avait moins de cellules souches en circulation. Taguchi avait regardé la récupération suite à un infarctus, donc soit considéré comme good outcome en gris clair ou poor outcome en gris foncé, et quel que soit le type de cellules souches qui est dosé, selon différents marqueurs
par cytométrie de flux, on voit effectivement que les personnes qui étaient considérées comme good outcome, donc qui avaient une récupération positive après l'infarctus, avaient significativement plus de cellules souches en circulation que ceux qui récupéraient moins bien. Donc, comme je vous l'avais évoqué, les cellules souches de la moelle osseuse peuvent être considérées comme un réservoir pour les cellules souches résidentes au niveau du tissu cardiaque pour maintenir l'homéostasie de ce tissu. Donc, elles vont pouvoir migrer vers le tissu cardiaque et se différencier en cardiomyocytes, en cellules musculaires squelettiques lisses, ou aussi elles peuvent repeupler jusqu'à 50% des cellules souches de la niche et aussi activer les mécanismes qu'on a vus indirects, donc effet immunomodulateur sur l'angiogénèse, sur le remodelage cardiaque. Et donc, on va avoir des bénéfices thérapeutiques comme la réduction de la fibrose, du tissu cicatriciel, une diminution de la taille de l'infarctus, une amélioration de la perfusion cardiaque et donc une amélioration de la fraction d'éjection du ventricule gauche ou d'autres paramètres de fonction cardiaque. Donc, on voit bien le bénéfice thérapeutique et le fait que ça met en jeu des processus en parallèle qui sont différents mais totalement complémentaires. En cas d'AVC, donc dès 2007, Dunac avait suivi 25 patients qui ont eu un AVC et donc il a suivi le score NIH-SS qui permet de suivre la sévérité, enfin de scorer finalement la sévérité de l'AVC. Et il a mesuré aussi en parallèle la récupération fonctionnelle par une échelle modifiée de Rankin. Et donc, il a considéré en fait deux catégories de patients quand il a dosé les cellules souches. Des high responders, donc ceux qui avaient suite à l'AVC, là il n'y avait pas de mobilisation, c'était juste la mobilisation naturelle, mais qui variait en fonction de la personne. Et donc, il a considéré au-dessus d'une certaine limite des high responders. Et puis, ceux qui avaient finalement mobilisé un peu moins de cellules souches, il les avait considérés comme low responders. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont mobilisé le plus de cellules souches en circulation de façon naturelle avaient un score INEH-SS qui était significativement amélioré après 1 mois et 3 mois de suivi, alors que initialement les deux groupes avaient un score NIH-SS qui n'était pas significativement différent. Donc, il en a conclu que de par ces deux paramètres, que ce soit l'échelle modifiée de Rankin qui suit exactement la même tendance que le score NIH-SS, on avait une meilleure récupération fonctionnelle et neurologique chez les patients atteints d'AVC qui avaient mobilisé le plus de cellules souches en circulation. Donc, quand on regarde les méta-analyses, donc les méta-analyses ont plutôt été faites sur les maladies cardiovasculaires, où on a vu, pour résumer, une meilleure récupération clinique, une amélioration de la fraction d'éjection et de la pression artérielle, une augmentation de la perfusion du myocarde, une diminution de la taille de l'infarctus et une plus grande distance de marche. Au niveau neurologique, donc plus au niveau de l'AVC, une récupération neurologique moteur et puis une stimulation de la neurogénèse et de l'angiogénèse. Donc, en méta-analyse, celle de 2010 avait montré un bénéfice long terme de la mobilisation de cellules souches dans le cadre des maladies cardiovasculaires. Et puis, plusieurs vraiment types de pathologies ont été étudiées, donc l'insuffisance cardiaque, ischémie des membres inférieurs, cardiomyopathie, etc. Donc, on va voir aussi une autre pathologie qui touche plusieurs millions de personnes en France et dans le monde, qui est fortement liée aussi aux maladies métaboliques, donc le diabète de type 1 et de type 2. Donc, quel que soit le type de diabète, plusieurs publications ont démontré des bénéfices cliniques. Donc, quand je prends les deux méta-analyses de 2015 et 2016 et plus récentes, donc pour le diabète de type 1, on a 22 études cliniques qui ont été rapportées, toutes randomisées, double aveugle contre placebo, donc une bonne méthodologie. En général, ce qui est comparé, c'est la thérapie avec mobilisation de cellules souches versus placebo. Et puis, on a donc sur ces 22 études, plus de 500 patients qui ont été suivis. On a 58,9%, donc plus de la moitié des patients qui sont indépendants à l'insuline sous 16 mois. Et ce sont surtout les cellules souches de la moelle osseuse, donc CD34 positives, qui sont plus efficaces, par exemple, que quand on injecte des cellules du cordon. Il y a une diminution de l'hémoglobine glyquée et de la sécrétion d'insuline mesurée par le peptide C généralement, ou par des mesures
de clamp, par exemple, aussi. Donc, ce que montre vraiment cette méta-analyse aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme 90% des diabètes sont des diabètes de type 2, c'était aussi intéressant de regarder pour ce type de diabète. On a dans cette méta-analyse 15 études cliniques regroupant à peu près aussi 500 patients. On a une diminution de l'hémoglobine glyquée à 3, 6 et 12 mois, donc vraiment un suivi dans le temps. Une diminution de l'hyperglycémie à jeun à 9 et 12 mois. Une diminution de la quantité d'insuline injectée et puis une augmentation de la sécrétion d'insuline. Donc, comme le montre le graphique, une évolution positive sur 6 mois où on a une augmentation du peptide C et une diminution de l'hémoglobine glyquée quand on injecte des cellules souches de la moelle osseuse. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le groupe de Fadini a publié vraiment plusieurs travaux intéressants sur diabète et cellules souches, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que dès les stades prédiabétiques, on a quand même une évolution, une corrélation, on va dire, entre les stades de diabète et le nombre de cellules souches. Donc, quand on voit les deux stades prédiabétiques, donc IFG et IGT, pour intolérance au glucose, hyperglycémie à jeun, on voit bien que dès les stades prédiabétiques, on a moins de cellules souches en circulation comparé à des personnes non diabétiques ou non prédiabétiques. Et pour atteindre le stade diabétique où on a quand même, en général, 2 fois moins de cellules souches en circulation. Donc, c'est vraiment important de souligner ça, c'est que l'évolution de la maladie est aussi corrélée au nombre de cellules souches. En cas de néphropathie diabétique, donc une des complications possibles, cette publication est assez intéressante puisque quand on fait le suivi de ces patients, ceux qui ont le plus de cellules souches en circulation, considérés comme le quartile supérieur, on va avoir une stabilisation de l'albumine urinaire après 12 mois, alors que ceux qui ont moins de cellules souches en circulation, donc le quartile inférieur, avaient une aggravation de l'albumine urinaire. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que le nombre de cellules souches finalement qui est altéré chez les diabétiques, mais aussi un défaut de mobilisation. C'est-à-dire que généralement l'activité physique augmente le nombre de cellules souches en circulation, c'est ce qu'on voit chez les patients non diabétiques. Et on voit très, très, très clairement qu'il y a aussi plus de cellules souches en circulation chez les patients contrôle. Et que ce soit le stade prédiabétique ou diabétique, on a moins de cellules souches en circulation et l'effet de l'activité physique n'est pas présent. Donc, il y a vraiment un défaut de mobilisation qui est probablement dû à l'inflammation chronique en partie. Donc, on a comme ça un défaut de mobilisation et donc un défaut de capacité de réparation. On a aussi pour les complications diabétiques vasculaires, donc montré par exemple chez Fadini que on a une corrélation entre la glycémie à jeun et la quantité de cellules souches, en particulier la quantité de cellules souches progénitrices endothéliales, comme le montre le graphique. On a aussi pu montrer que les patients diabétiques ont moins de cellules souches en circulation, mais aussi que ceux qui avaient un stade aggravé, donc avec par exemple des complications diabétiques vasculaires, donc nommées PVD sur le graphique, avaient encore moins de cellules souches en circulation que les patients diabétiques qui n'en avaient pas. Donc, au fur et à mesure des stades d'avancement de ce diabète où des lésions apparaissent, par exemple, on a moins de cellules souches en circulation. Donc, on a vraiment ce facteur de corrélation entre les deux. Au niveau des maladies hépatiques et intestinales, ce sont souvent les maladies chroniques inflammatoires, donc par exemple maladie de Crohn ou colite ulcérative. Donc, dans le cas de ces pathologies, on a une amélioration des lésions inflammatoires quand on fait les biopsies, régression de la sténo chez 2/3 des patients, rémission après plusieurs années de traitement, amélioration des scores cliniques, donc CDAI ou CSI, c'est-à-dire l'activité ou la sévérité de la maladie, dans plus de 90% des cas. Quand on prend de façon très intéressante les méta-analyses qui regroupent 9 études cliniques randomisées, on a un bénéfice long terme dans le cas de la maladie de Crohn, avec un taux de rémission calculé clinique de 84% et un taux de rémission endoscopique de 82%. Donc vraiment un potentiel thérapeutique assez intéressant dans le cas des maladies d'hémicie et de la maladie de Crohn.
On a aussi pu montrer dans un certain nombre de pathologies, donc que ce soit les pathologies hépatiques, donc cirrhose, fibrose, insuffisance hépatique ou NASH, une régénération hépatique, une amélioration des taux d'enzymes hépatiques, de bilirubine, quel que soit le stade par exemple de la cirrhose, et puis une amélioration du score de fonction hépatique. Donc vraiment aussi une amélioration clinique suite à l'injection, la mobilisation de cellules souches par injection notamment. Au niveau des maladies neurodégénératives, c'est aussi très intéressant de voir que les cellules souches sont capables de moduler la sécrétion de facteurs impliqués dans la neuroprotection, comme le BDNF, dans l'angiogénèse, comme le VEGF, ou l'immunomodulation, en plus de leur capacité à se différencier en neurones ou en cellules gliales. Donc vraiment des processus régénérateurs complémentaires. Ce qui est intéressant, mais par contre, dans les cas de maladies neurodégénératives, on a un petit peu moins d'études cliniques qui sont récentes. Là, par exemple, c'est 2 études de 2010. Mais il y a encore, on est vraiment au stade, pas préliminaire, mais dans le sens où on a quand même moins de recul. On n'a pas de méta-analyse encore. On a quelques études cliniques. On a quand même un certain nombre d'études précliniques. Mais voilà, il y a encore un certain nombre d'études à faire pour vraiment confirmer ces premiers résultats. Donc, par exemple, une étude préliminaire sur 7 patients parkinsoniens. La durée moyenne de la maladie était d'environ 15 ans. On a injecté donc directement dans la zone ventriculaire sublatérale par chirurgie. Donc là, on a suivi de façon non contrôlée, c'est vraiment une étude pilote, donc une dose unique de cellules souches de la moelle osseuse, et puis on a suivi de 10 à 36 mois ces patients. Donc on a une amélioration qui était le critère principal, l'amélioration du score UPDRS, qui est considéré comme un des scores principaux à mesurer pour le cas de Parkinson. Donc on a 3 sur 7 des patients qui ont une amélioration de ce score, UPDRS, donc une amélioration de 23% en période off ou 38% en période on. Et puis, on a aussi pu confirmer ces améliorations par d'autres scores cliniques, une amélioration similaire de ces scores. Et puis, une deuxième étude, un tout petit peu sur plus de patients, dont 36 hommes et 14 femmes parkinsoniens, d'âge très varié, entre 38 et 81 ans, d'une durée moyenne de maladie d'un peu moins, de 9,3 ans. Et donc, on a pu voir une amélioration médiane quand même du score UPDRS de 51%, une amélioration de l'incapacité au quotidien, une augmentation des activités quotidiennes, une amélioration de la dépression et de la qualité de vie. Donc là, on voit bien que l'impact que ça peut avoir sur le patient au quotidien. Et pour 8 patients, une amélioration du ratio N-acétylaspartate sur créatine mesurée directement dans les noyaux gris centraux, droite et gauche. Juste pour aussi conclure cette partie sur les bénéfices le potentiel thérapeutique de la mobilisation de cellules souches, on va parler de 2 pathologies qui touchent aussi un certain nombre de patients. Donc la dysfonction érectile, donc dès 2005, Foresta et son groupe avaient mesuré la quantité de cellules souches en circulation chez ces patients souffrant de dysfonction érectile. Donc il y avait en moyenne entre 40 à 50% de moins de cellules souches comparé à des patients contrôle de même âge. Donc encore un lien entre nombre de cellules souches en circulation et maladie. Pathologie particulière. Et puis, les patients aussi atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que quel que soit le type de cellule souche qui est dosé dans le sang, on a significativement moins de cellules souches en circulation, donc chez les patients malades qui sont en bleu, et puis par rapport au groupe contrôle en rouge. Et puis aussi, comme on l'a déjà vu aussi chez les patients diabétiques, moins d'effet du sport qui normalement augmente le nombre de cellules souches en circulation chez les patients malades.
Donc, il est important aussi de garder à l'esprit que sans maladie particulière, tous les jours, les cellules souches participent au renouvellement quotidien des tissus, puisque en fait, chaque tissu se renouvelle à des vitesses différentes. Quand on prend l'intestin, 3 à 5 jours, plusieurs années pour le foie, le cœur. Donc, participer à ce renouvellement des tissus permet de maintenir aussi son homéostase. Et puis, dans le cas d'une lésion, effectivement, les cellules souches sont massivement mobilisées. Donc, comme toute processus physiologique, il est important de garder un équilibre entre la perte cellulaire au quotidien, donc qui est influencée par tout un tas de facteurs, que ce soit le vieillissement, l'inflammation chronique, les pathologies, des médicaments, des facteurs environnementaux, etc., l'alimentation, et puis le renouvellement des cellules effectué par les cellules souches. Et effectivement, dès qu'on a un déséquilibre, où la perte cellulaire devient plus importante que le renouvellement, on peut s'attendre à une dégradation de la santé avec une perte cellulaire qui se transforme en perte fonctionnelle, et donc un certain nombre de symptômes peuvent apparaître. Donc voilà un petit peu un horizon du bénéfice de la mobilisation de cellules souches. Donc on l'a vu en cas de santé cardiovasculaire, pour la fonction pancréatique, la fonction cérébrale, cognitive. On l'a vu aussi dans le cas des fonctions hépatiques et intestinales. Ce que je vous ai moins présenté, c'est la fonction rénale. Il y a aussi des données en cas d'insuffisance rénale. En cas aussi d'arthrose ou de blessures musculaires ou aussi en cas d'entorse, par exemple. Donc, on a comme ça tout un tas de pathologies dans lesquelles on a une amélioration des symptômes et puis une amélioration clinique dans une variété de pathologies. Donc, le but, c'est de maintenir un nombre suffisant de cellules souches en circulation pour qu'elles soient disponibles pour la réparation. Donc, ce que maintenant j'aimerais vous présenter, c'est une autre approche que finalement injecter les cellules souches. Donc, comme on l'a dit, injecter les cellules souches est efficace, mais l'efficacité de l'injection dépend d'un certain nombre de facteurs qu'on maîtrise plus ou moins. Donc, il y a l'efficacité de l'extraction, le type de cellules souches qui est sélectionné, la quantité sélectionnée, comment on va extraire et injecter, le lieu de la localisation d'injection, est-ce qu'on en fait plusieurs, le moment de l'injection, est-ce qu'on a prémobilisé avant. Il y a tout un tas de facteurs aussi liés au patient. Donc, l'efficacité peut varier. Et puis, c'est quand même une procédure qui est lourde pour le patient et qui est coûteuse. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on a moyen soit d'optimiser cette injection, soit de trouver une approche plus physiologique avec moins d'effets secondaires pour le patient. Et donc, l'une des hypothèses et une des possibilités, c'est de utiliser des mobilisateurs naturels de cellules souches, donc des plantes qui sont capables d'augmenter le nombre de cellules souches en circulation. Donc, la première plante qui a été la plus documentée sur le sujet, c'est une algue bleue verte, donc l'Aphanisomedon flossaqua, que je vais nommer APHA, qui pousse naturellement au lac Klamath en Oregon. Et donc, ce qui est assez intéressant pour cette plante, c'est que donc on a fait un extrait d'APHA. Donc, 1 heure après consommation de 1 gramme de cet extrait, on a 3 à 4 millions de cellules souches nouvelles en circulation. Donc, une augmentation d'environ 25 à 30%. Donc, cette augmentation a été publiée en 2007. Et donc, 3 brevets ont été déposés sur cet extrait. Le mécanisme d'action est connu. L'APHA est capable d'inhiber la L-sélectine. Et la L-sélectine, c'est une protéine d'adhésion qui maintient les cellules souches dans la moelle osseuse. Donc, en inhibant cette sélectine, on va favoriser la libération des cellules souches dans le sang. Ce qui est intéressant, c'est que cet extrait d'APHA a fait l'objet de plusieurs études précliniques et cliniques. Donc, par exemple, dans un modèle de streptozotocine, donc de diabète insulinodépendant, on a comme ça pu suivre soit le groupe donc diabétique en bleu et diabétique qui a reçu pendant 4 semaines le stéménène, c'est l'extrait d'APHA. On a une augmentation du nombre de cellules souches dans le sang. On a une augmentation du nombre de cellules souches qui ont migré au niveau du pancréas. Et puis, en cytométrie de flux et en immunohistochimie, on est capable d'avoir mesuré aussi une augmentation du nombre de cellules souches insuline positives au niveau du pancréas, donc des cellules qui sont fonctionnelles. On a aussi pu montrer une diminution significative de l'hyperglycémie d'environ 50%, 4 semaines après le début de l'étude. Donc, on a comme ça pu
montrer qu'on va avoir plus de cellules fonctionnelles, donc une sécrétion d'insuline qui est augmentée et une hyperglycémie qui est diminuée. Cette étude a été confirmée en clinique chez 40 diabétiques de type 2 qui avaient une hémoglobine glyquée supérieure à 7,5, donc une étude randomisée double aveugle contre placebo. Et donc, les patients ont consommé soit un placebo, soit 2 gélules de Stemmelens par jour pendant 4 mois. Et on a une diminution de la glycémie à jeun et une diminution significative de l'hémoglobine glyquée pour les patients traités par rapport au placebo. Donc, c'est aussi intéressant de montrer qu'il y a donc potentiellement des améliorations cliniques en cas de diabète, mais aussi en cas de fibrose hépatique. Donc là, ça a été, je fais sur un modèle rongeur. Donc la fibrose hépatique est induite par thioacétamine et on a mesuré pendant 4 semaines donc un certain nombre de paramètres, soit donc chez un groupe qui a consommé un placebo ou l'extrait d'AFA. On a une amélioration des signes histopathologiques, une diminution des marqueurs de fibrose, de nécrose, une amélioration de la fonction hépatique mesurée par les enzymes hépatiques, et puis aussi une induction des marqueurs de régénération, prolifération, une diminution des marqueurs inflammatoires type TNF-alpha, et puis une induction du VEGF, donc une amélioration de l'angiogénèse. Une autre étude préclinique pour cet extrait d'AFA, qui est assez visuel, c'est d'avoir marqué les cellules souches à la protéine fluorescente verte pour suivre leur migration. Et puis, on a infligé une blessure par cardiotoxine sur le tibia d'un rongeur et on a mesuré finalement la régénération musculaire. Et ce qu'on a vu, c'est que dans le cadre du contrôle, on a une régénération musculaire puisque un certain nombre de cellules souches ont migré vers le muscle, puisqu'on voit un petit peu de vert. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que la fluorescence est beaucoup plus marquée dans le cas du Stemmelens, donc l'extrait d'AFA, parce qu'il y a plus de cellules souches qui ont été mobilisées et qui ont migré donc, vers le muscle. Donc une régénération musculaire optimisée en cas de prise de mobilisateurs naturels de cellules souches comme l'AFA. Et ça a été confirmé en clinique où, justement, comme on a vu que cette régénération musculaire pouvait finalement être bénéfique, le plus gros problème pour les athlètes, par exemple, comme les footballeurs professionnels, c'est que il y a beaucoup de blessures en pré-saison durant l'entraînement et les matchs de début de saison. Donc, l'objectif, c'était de les remettre sur pied le plus vite possible pour qu'ils puissent rejouer. Donc, de diminuer le temps de guérison, de récupération et d'améliorer la réparation des tissus. Donc, on a réparti 12 joueurs de football professionnels qui avaient tous des entorses de la cheville sans fracture, avec déchirure partielle du ligament, une instabilité de l'articulation et un gonflement. Donc, le groupe 1 a eu pendant 15 jours un traitement conventionnel composé d'anti-inflammatoires, poche de glace, immobilisation, puis exercice de kiné. Et le second groupe qui a eu exactement le même traitement, plus l'extrait d'AFA. Et on a mesuré le score de récupération fonctionnelle de la cheville nommé KAFS. On a mesuré une amélioration dès 14 jours avec l'AFA, une diminution de la douleur, une diminution de l'instabilité de l'articulation, une amélioration de l'amplitude de mouvement et un score KFS amélioré au bout de 14 jours de consommation. Ce qui est intéressant pour les coachs et les sportifs, c'est qu'on a une récupération totale atteinte 7 jours avant le groupe contrôle, et donc le groupe qui a été traité avec cet extrait d'AFA a pu rejouer une semaine avant le groupe contrôle. On a une consommation réduite d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires tout au long de la saison et un nombre moins élevé de blessures dans le groupe qui a été traité avec l'extrait d'AFA comparé au groupe contrôle. Donc, bien évidemment, il n'y a pas que l'extrait d'AFA qui est capable d'augmenter le nombre de cellules souches en circulation. Il y a, par exemple, d'autres types d'algues, comme une algue brune, un extrait de wakame, donc Fundaria pinnatifida, standardisé à 80% de fucoïdans, qui est capable, par un autre mécanisme d'action, d'augmenter le nombre de cellules souches en circulation. Et on voit que la cinétique d'effet n'est pas du tout la même. On a, par exemple, une augmentation du nombre basal au fur et à mesure du nombre basal de cellules souches en circulation. Donc, après 4 jours, 8 jours, 12 jours. Donc, l'effet est beaucoup plus long terme que l'AFA, où il y a plus un pic après 1 heure.
et une augmentation aussi de la quantité de SDF1 circulant, c'est-à-dire qu'on va augmenter, on va améliorer ce ratio CXCR4 sur SDF1, on a augmenté le nombre de CXCR4, donc le nombre de récepteurs à la surface des cellules souches, augmenter la quantité de SDF1 circulant, donc on va augmenter non seulement la mobilisation, mais aussi la migration des cellules souches vers les tissus en besoin. On a aussi récemment mis en avant, découvert d'autres mobilisateurs de cellules souches naturelles, comme un extrait d'Aloe macroclada, qui est endémique de Madagascar, donc qui a une équivalence substantielle à l'aloe vera, qui est autorisé en Europe maintenant. Et 335 mg d'extrait d'Aloe macroclada a été donné à des patients, des volontaires sains, et on a dosé les cellules souches par cytométrie de flux. Et ce qu'on a pu voir, c'est une augmentation de 30 à 40% du nombre de cellules souches en circulation, en particulier deux types de cellules souches, c'est des 34 positives, donc c'est des 45 diminuées, et c'est des 133 positif. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que la cinétique est encore différente des deux mobilisateurs de cellules souches naturelles. On a une augmentation qui perdure un peu dans le temps, jusqu'à 2 à 3 heures après la consommation. Et puis une augmentation beaucoup plus importante, parce que 30 à 40%, c'est un peu plus élevé que l'AFA. Donc, on voit vraiment des mécanismes d'action complémentaires différents entre ces mobilisateurs. Et enfin, un extrait de baie d'argousier riche en polyphénol, donc, où on a pu mesurer justement, pareil, 3 types de cellules souches différents, très sélectifs, qui est mobilisé suite à la consommation de cet extrait de baie d'argousier. Donc, on a vu une augmentation de 3 types de cellules souches, les cellules souches progénitrices, les cellules souches endothéliales, donc CD45 négatifs, CD31 positifs, CD309 positifs, et les cellules souches mésenchymateuses, CD45 négatifs, CD90 positifs. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, chaque mobilisateur va avoir un mécanisme d'action différent, et puis mobiliser une variété de cellules souches. Donc, pour vraiment un effet assez global, donc mobiliser les cellules souches, donc se différencier en différents types de cellules, les effets paracrines, les effets sur les cellules souches de la niche, et donc comme ça avoir des mécanismes régénérateurs qui sont vraiment mobilisés de façon synergique. Donc notre approche dans notre groupe est finalement de pouvoir combiner ces nouveaux mobilisateurs de cellules souches ensemble pour créer des produits de plus en plus efficaces, performants, et qui vont mobiliser les cellules souches de façon complémentaire, avec des mécanismes d'action différents, et de mesurer finalement leur efficacité pour améliorer certains symptômes et la qualité de vie des patients, donc soit combinés à des injections de cellules souches, soit en utilisation seule. Et donc du coup dans un certain nombre de pathologies, que ce soit en cas de diabète, maladie cardiovasculaire, maladie neurodégénérative, l'hémiplégie ou des blessures d'athlètes. Donc nous sommes à la recherche de partenaires, que ce soit des médecins, des hôpitaux, des centres cliniques, pour des études cliniques préliminaires sur ces pathologies, en utilisant une nouvelle approche thérapeutique qui sont ces mobilisateurs naturels de cellules souches, qui ont tous été cliniquement testés pour augmenter le nombre de cellules souches en circulation, et pour certains d'entre eux, comme l'AFA, d'avoir déjà des bénéfices précliniques et cliniques démontrés, que ce soit en cas de diabète, de fibrose hépatique ou de blessure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes intéressé pour une collaboration justement sur l'utilisation de ces mobilisateurs de cellules souches, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Donc, effectivement, dans ce partenariat, le groupe fournirait le produit, et puis une participation financière à ce protocole. Nous cherchons vraiment maintenant des structures cliniques pour faire ces études, et dont un certain nombre sont déjà en cours. Voilà, merci pour votre attention. Ce fut donc un réel plaisir de participer à ce forum du CREG. Merci beaucoup, c'est tout à fait intéressant, et c'est une revue vraiment très vaste sur cette mobilisation des cellules souches. Donc en gros, si j'ai bien résumé, je peux manger
les fruits de l'arbousier que j'ai dans mon jardin. Il ne faut plus que je les regarde, il faut que je les mange maintenant. Et une deuxième remarque, non mais surtout, il y a des produits donc, de la phytothérapie qui sont déjà conseillés pour mobiliser ces cellules souches, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Il y a effectivement un laboratoire, par exemple, en France, donc Cérul, qui commercialise déjà un extrait d'AFA. Donc les fameuses données que je vous ai présentées sur l'extrait d'AFA, c'est le Semenens, combiné à un extrait de wakame. Et après, un autre laboratoire aux États-Unis a plus travaillé sur l'extrait d'aloe et l'extrait d'arbousier. Donc, pour l'instant, il commercialise ces mobilisateurs de cellules souches aux États-Unis. Donc, c'est vrai qu'on a comme ça 2 laboratoires actuellement qui font cette recherche-là et qui commercialisent sous la catégorie complément alimentaire ces mobilisateurs de cellules souches. Ok, mais en tout cas, on est prêt à tester, à participer à des études avec plaisir. Et dans vos projets, là, vous allez tester dans des maladies en particulier, celles que vous avez évoquées, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou d'autres pathologies? Alors les MICI, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on a eu quand même ça des cas cliniques assez intéressants chez un certain nombre de consommateurs. Après, on n'a pas fait d'études en tant que telles, donc je pense que ça serait très intéressant. Surtout qu'il y a quand même un effet assez anti-inflammatoire assez connu de ces algues bleu-vertes, donc qui est très intéressant aussi sur ces maladies chroniques inflammatoires. Donc oui, les MICI, les maladies cardiovasculaires, le diabète, et puis les maladies neurodégénératives sur Parkinson, où on a eu comme ça des améliorations de symptômes, mais que en cas clinique, on n'a pas fait d'études randomisées pour l'instant. Merci, j'espère que votre appel sera relayé et que vous aurez des candidats. Fernand, tu es toujours avec nous, tu veux conclure? Je suis toujours là et je voudrais vous faire deux remarques. Je dis toujours, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Et le facteur ce matin m'a apporté un livre, j'espère que vous pourrez voir la couverture. Vous la voyez? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, le docteur Jean-Louis Vidalot, j'ai fait sa connaissance il y a 3 ou 4 ans à Gustave-Roussy, où était organisé un symposium sur l'effet du jeûne sur le cancer. Et le docteur Vidalot présentait l'intérêt d'adjoindre au jeûne la spiruline. C'est donc Monsieur Spiruline dans le monde entier. Et là, il vient d'écrire ce livre, et je l'ai feuilleté entre midi et 2 heures. Il y a une dizaine de pages sur l'AFA. Et donc, je vous le conseille vivement. L'autre remarque que je voudrais faire, j'ai créé cette commission des thérapies complémentaires et pratiques innovantes, et la plupart d'entre vous savez que ça a débordé depuis 2015 sur la création à Nancy du GEDCOP, le groupe d'évaluation des thérapies complémentaires personnalisées et des pratiques innovantes, qui maintenant a une renommée internationale, disons francophone. Et dans un an, nous allons organiser à Nancy un congrès intitulé « L'âge et ses thérapies ». Et je crois que les cellules souches auront une grande place. Oui, tout à fait. Entièrement d'accord. Je pense que ce serait bien effectivement de pouvoir avoir un chapitre sur les cellules souches à ce congrès. Et on offrira peut-être ou le biberon d'or ou la timbale d'argent à celui qui fera la meilleure présentation. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup pour cette présentation et ce partage. Il est 15h40 et nous sommes parfaitement à l'heure pour terminer ce forum thérapie complémentaire. Je remercie tous les orateurs, c'était très enrichissant et j'espère que ça débouchera sur des projets futurs ensemble. Voilà, on va conclure maintenant ces forums 2020 qui sont si particuliers. Écoutez, nous en tout cas, on a été très heureux d'être avec vous, de pouvoir partager sur tous les sujets qu'on a l'habitude de partager. On se retrouvera, vous pourrez bien sûr avoir tous ces forums en replay dans les semaines à venir. Et on se retrouvera l'année prochaine pour des forums qui seront hybrides parce qu'on a trouvé que quand même ce modèle de présentation à distance était quand même vraiment très intéressant. Ça permettait à ceux qui n'ont pas forcément envie de se déplacer de participer. Donc on recommencera l'année prochaine, mais de façon hybride si possible, parce qu'on a vraiment envie de se retrouver. Voilà, je vous remercie tous. Merci Patrick, merci Michel d'être resté merci Guillaume. Samedi après-midi.
et on vous dit à l'année prochaine. Voilà, bonsoir à tous. Et merci bientôt. à toute l'équipe, Vincent, Jerry, sans qui tout cela n'aurait jamais pu se passer. Tu sais très bien, comme je te remercie. Voilà, bonne soirée, au revoir.